10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Le Barça a un problème. C'était une drôle de soirée hier soir sur les pelouses européennes. Ce quart de finale retour de Ligue des Champions comme celui du Paris Saint-Germain. Les deux meilleures équipes d'Europe, en tout cas ce qu'on disait, qui perdent tous les deux pour la première fois en 2025 et pourtant qui se qualifient pour le dernier carré de Ligue des Champions. On verra qui les rejoint ce soir. Mais ouais, les hommes de flic l'ont fait. Ils ont pourtant énormément souffert à Dortmund. 3,81 XG concédés, 0,49 seulement produit, 6 grandes occasions en face. C'était très très dur pour ce Barça. Et oui, il a un problème. Il a un gros problème. C'est que sans cet homme-là, c'est pas du tout la même équipe. Alors peut-être on peut dire ça de toutes les équipes du monde qui jouent sans leur meilleur joueur, et peut-être sans le meilleur joueur du monde tout court. Mais en l'absence de Pedri, pas titulaire au coup d'envoi, entré à l'heure de jeu. Première fois cette saison qu'il n'était pas titularisé en Ligue des Champions. Et bah le Barça, oui, a perdu pour la première fois en 2025. Et une nette défaite totalement méritée. Dans tous les compartiments du jeu, ou presque, ils étaient inférieurs à leur adversaire du soir. Le Barça a le problème d'être tellement dépendant d'un joueur qui est déjà à 3800 minutes cette saison. Et il y a aussi un autre petit problème dont on va discuter dans quelques minutes. Mais ouais, ça, c'est l'angle principal de cette analyse. On va discuter de tout ce qui s'est passé sur cette pelouse. Parce que oui, Serhou Guirassy a marqué un triplé. Et ça paraît presque dingue de poser la question, est-ce qu'il a pourtant fait un bon match? Mais on va en discuter. Max Beyer, Karim Adeyemi, ça c'était la composition de Dortmund, très offensive bien sûr, avec 4 buts à rattraper. Yann Couto et Svensson sur les côtés en tant que piston. Nmecha Gross, le double pivot. Anton, Zule, Ben Sebaini, Kobel avec la blessure de Schlotterbeck notamment. Et pas d'Emre Can titulaire, ce qui était un gros choix. Côté Barça, Gavi, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, donc l'entrejeu, la même triplette offensive qu'on connaît d'habitude. Et Gérard Martin, titulaire en tant que latéral gauche. Alejandro Balde, on parle de 2-3 semaines, peut-être même fin de saison, les dernières nouvelles. On verra ça dans quelques jours. Mais ouais, c'était le 11 barcelonais. Et dès l'entame, je vois quelque chose un petit peu similaire à ce qui s'est passé à Birmingham hier avec le Paris Saint-Germain. C'est peut-être un petit manque de connexion mentale, de concentration, des petites choses comme ça, des passes négatives qui sont mal contrôlées par ton défenseur central Araujo. Ici, il est pressé par Guirassy et ça fait tout de suite, au bout de 4 minutes, une occasion dans un stade qui pourtant n'était pas aussi survolté sur le début de match qu'à Birmingham hier, que Villa Park. Bien sûr, 4 buts d'écart à remonter. On connaît la saison de Dortmund, on connaît celle du Barça. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde dans les tribunes qui y croyait. Et pourtant, ils ont réussi, Dortmund, à mettre le feu. Parce que la pression en face n'était pas très bonne. On verra si c'est l'idée de ne pas avoir Pedri ou un petit manque de concentration mentale, mais la pression n'est pas excellente. Dortmund peut s'en sortir dans les zones axiales. Bien sûr, il y a toujours cette ligne extrêmement haute à la médiane qui donne des images assez cocasses comme celle-ci. Adeyemi accélère, bat Frenkie de Jong. Peut-être sur ce genre de choses, une, la pression qui aboutit pas, et deux, un duel perdu, plein axe comme ça. Peut-être l'absence de Pedri ici se fait déjà un petit peu sentir. Adeyemi accélère, Gavi, Frenkie sont battus. Il met sur le côté pour Svensson. Son centre, ouf. Guirassy, en vrai, il a fini avec un triplé. Et il s'est bien rattrapé. Mais sur les 10 premières minutes, le moment où Dortmund a la possibilité peut-être de... Bon, ils ont enflammé ce match. Mais il y a 2 gros ratés. Celui-ci, sur ce centre de Svensson, qui m'a rappelé du coup ce qui s'est passé au match aller. Tu te dis, est-ce que Guirassy va reproduire la rencontre de l'aller? Quelques belles situations, mais juste pas le pied tout à fait bien vissé sur l'avalanche de centre de Dortmund. On sait, ils ont le canon à centre. Ils ont la possibilité de le trouver très très régulièrement. Il n'avait pas été top à l'aller. Sur la deuxième action, très très bonne remise. Ça, on connaît sa qualité là-dessus. Ça, c'est sa force principale. Superbe blanche sur laquelle s'appuyer pour construire des actions. Ça peut être dans la surface, ça peut être plus bas sur les sorties de balles. Et il l'a fait pour le coup tout au long de la rencontre. Je dirais presque... Tu mets 3 buts, ok. Il n'y a rien qui est plus important que mettre 3 buts dans un match de foot. Mais c'est peut-être là qu'il a encore plus montré sa qualité que sur les buts. C'est un penalty, des finitions de près, des erreurs défensives, etc. Fallait y être. Mais c'est là-dessus pour moi qu'il a le plus brillé. Le jeu en déviation, ça procure une situation à Karim Adeyemi. Et en 6 minutes,
Dortmund a déjà eu 3 belles situations de prendre l'avantage. En plus, sur ce tir d'Ademi, dommage que Guirassy tombe un petit peu ici au contact avec Pau Cubarsí, parce que ça arrive dans ses pieds, et s'il était resté debout, s'il avait mieux fini là, encore une fois, l'occasion de mettre son premier but, ça commence pas top pour Dortmund. Quelque chose qui m'a marqué dans le visionnage de ce match, encore une fois, il y avait un parallèle avec la rencontre du Paris Saint-Germain hier à Villa, c'est peut-être qu'on a compris quelque chose de supplémentaire dans la physique de ce sport et la physique de la Ligue des Champions, c'est que pour des équipes qui prennent l'avance au match aller, parce qu'a priori elles sont très fortes offensivement, si tu gagnes 4-0 ton aller, ou 3-1 comme le Paris Saint-Germain en quart de finale de LDC, c'est pas pour rien, mais peut-être la configuration du match retour, où l'adversaire doit remonter un écart et se livre beaucoup, peut-être ça donne une physique un peu spéciale où il y a des espaces à aller chercher. Et finalement, c'est un peu difficile d'imprimer du contrôle, alors que c'est peut-être ce que le Barça voudrait ou ce que Paris aurait voulu hier pour anesthésier le match, empêcher la folie d'un comeback, mettre du contrôle, mais c'est tellement tentant quand il y a ces espaces-là. Et je vois par exemple, 8e minute, corner ou centre coupé par Szczęsny, tout de suite, la relance rapide sur Yamal qui cherche la profondeur en 2 passes. Et en plus, Yamal, Rafinha, ils n'ont pas eu une très très bonne entente sur cette partie. Ça a été aussi un des éléments du match. On va parler de l'absence de Pedri, la physique intrinsèque de la Ligue des Champions, etc. Mais aussi, je dois dire, Yamal, Rafinha, d'habitude, ça marche beaucoup mieux. Ça marche très très bien, très fort. Et là, sur ce match, beaucoup moins. Ils sont quasiment pas trouvés. Mais bon, tout ça pour dire, voilà, c'est dommage. En 5 secondes, le Barça a récupéré le ballon, peut-être peut mettre du contrôle dans ce match, et il le rend directement à Dortmund. Voilà. Et Dortmund a eu pas mal de situations comme ça, parce que le Barça a beaucoup moins de possession anesthésiante qui contrôle le tempo du match que d'habitude. Et d'ailleurs, je crois que sur cette séquence, quelques secondes plus tard, c'est là qu'Ademi accélère à l'intérieur. Aussi, une similarité avec le match du Paris Saint-Germain, où on disait, pour toutes les forces que le PSG a, la défense de leur dernier tiers, quand ils doivent défendre bas, c'est pas trop là où ils sont en réussite, c'est pas leur qualité principale. Et ouais, là ça se voit quand Ademi met le petit ballon par-dessus, la défense de ces petites profondeurs, la protection de la surface comme ça, on voit qu'ils sont en train d'essayer de tenir une ligne du hors-jeu. On voit qu'ils sont en train de créer un hors-jeu ici, générer un hors-jeu comme ils le font parfois 10-12 fois par match. Mais elle n'est pas bien alignée. Gross prend le dessus sur Szczęsny, penalty, Koundé était le fautif ici. Et régulièrement, cette ligne du hors-jeu, que ce soit sur des positions basses comme ici ou plus hautes à la médiane, elle a été percée, elle a été battue. Et je ne sais pas si Dortmund a donné la recette, la formule, le blueprint de comment battre le Barça et cette ligne haute, mais ils en ont bien profité et elle était pas très très bien ajustée. Guirassy transforme Panenka, 1-0 pour le Barça, et Guirassy qui montre sa qualité aussi sur les sorties de balles, comme là, trouvé par Kobel, très très belle petite déviation à l'intérieur. Gavi a suivi Nmecha, mais c'est du jeu en 3e homme qui peut être trouvé avec ses remises. Dortmund a existé aussi dans ce match, parce que techniquement ils étaient à la hauteur. La pression du Barça en revanche, qui est d'habitude tellement une de leurs forces, je l'ai trouvé significativement en dessous. Et là aussi on va voir qu'avec l'entrée de Pedri, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Cette liaison par exemple Gérard Martin-Gavi, 15e minute de jeu, peut-être avec Pedri à la place de Gavi, non seulement tu ouvres un espace, tu contrôles, tu crées des différences par la passe, moins de risques. Gavi il contrôle ici, il se l'emmène tout de suite face au but, et il perd le contrôle du ballon face à Waldemar Anton. Ça donne une situation dangereuse en transition pour Dortmund, et c'est encore une fois la différence entre Gavi et Pedri. Gavi très très attiré, très mobile, très percuteur, joueur qui veut porter le ballon et créer la différence par le dribble. Pedri qui contrôle ou tranche par la passe encore plus, même si sa conduite de balle est spectaculaire, on va le montrer, beaucoup plus sûr, un joueur plus sûr dans l'ensemble que Gavi. Et ici, bon, c'est typiquement une situation où une différence d'hommes, d'effectifs au milieu de terrain, fait pas mal de diff. Derrière, Couteau peut se projeter et le Barça est en danger. Avec, on voit encore cette ligne haute. C'était un des problèmes de ce match pour le Barça, le fait de démarrer sans Pedri. Aussi, comme on a dit, Rafinha, Yamal. Par exemple, ce long ballon de Rafinha sur la largeur profondeur, on sait qu'il est très très fort dans ce registre d'habitude. Il est un petit peu long pour Yamal, qui en plus réussit pas son contrôle. Ok, dommage. Quelques minutes plus tard, ouverture de Gérard Martin, magnifique déviation de Lewandowski, magnifique, on sait qu'il a ça dans son arsenal, magnifique déviation. Rafinha lancé dans la profondeur, ça, on a vu
déjà en Ligue des Champions cette saison, des actions comme ça, faire but. Rafinha lancé avec 5 mètres d'avance sur son vis-à-vis, un contrôle, une très bonne poussée de balle et la finition derrière. Non seulement son contrôle est pas bon, mais derrière la conduite de balle, il essaie de se la remettre sur son pied droit, il est déséquilibré dans sa course et il se fait reprendre même par Niklas Süle, qui est pas le plus lent. On surestime peut-être sa lenteur. Il est assez chunky. Mais Rafinha avait la possibilité de transformer cette très très belle situation en une occasion de but. Et ça n'a pas été le cas parce que techniquement, il n'était pas dans son meilleur soir et peut-être dans un des pires soirs de la saison pour Rafinha. Donc ouais. Il y avait ça. Il y avait cet entrejeu qui n'a jamais vraiment trouvé la recette et je pense que Frenkie, Gavi, Fermin, c'est pas quelque chose qu'on va régulièrement revoir. Là, on voit les 4 défenseurs de la ligne de 4, Gérard Martin plus avancé. Ça, c'est le triangle de l'entrejeu sur cette situation. Frenkie, Gavi plus bas, Fermin plus haut. Quand Frenkie est touché, qui regarde devant, il n'y a que Fermin qui, du coup, a grosse sur lui. Ok, pas très intéressant. Gavi est derrière, dans le dos et même couvert par Max Bayer. Nmecha presse. Peut-être il y a la possibilité de mettre un ballon ici. Peut-être Frenkie pas habitué à combiner comme ça avec Gavi. Moins de repères qu'avec Pedri. Toujours est-il qu'il se fait presser, il se fait agresser et il perd un ballon hyper dangereux. Ça pour moi, j'ai pas la qualité d'analyse suffisante pour me dire ok, qu'est-ce qui aurait changé avec Pedri? Je trouve que c'est pas facile. Qu'est-ce qui aurait changé précisément avec Pedri? Toutefois, ce que je sais, c'est que les matchs avec Pedri, il n'y a pas des ballons perdus comme ça au milieu de terrain. Il y a un entrejeu plus fonctionnel d'une manière ou d'une autre parce que c'est exactement l'ingrédient magique que met Pedri ici. Mais il n'y a pas des ballons perdus comme ça qui sont tellement dangereux. Et ce triangle-là, il n'a pas très bien marché. La ligne du hors-jeu a été régulièrement battue aussi. Comme on a dit, c'était sans doute le 3e élément. La mauvaise liaison Rafinha-Yamal, Pedri. Et la ligne du hors-jeu qui était battue. Dortmund a réussi à trouver les courses qui font mal. Et cette ligne n'était pas suffisamment bien alignée. Ici, Adeyemi se procure une situation de frappe. Là, je crois que c'est un appel de Svensson dans la profondeur qui bat la ligne. Et ici, Koundé mal aligné. Guirassy peut lancer Max Bayer. C'est méga dangereux. Ouais, régulièrement, cette ligne n'était pas à la hauteur. Aussi, la pression. Quand il y avait pression, c'était moins grave parce que je pense que l'idée de Dortmund d'être sur ce 3-2, 5, 3 offensifs vraiment, avec Adeyemi, Guirassy, Bayer, ça faisait que sur la pression, ils pouvaient l'absorber un petit peu plus avec du jeu long qui au match aller, ça donnait des ballons perdus, ballons récupérés par la dernière ligne du Barça. Ici, ils avaient plus de présence sur la largeur. Ils avaient Guirassy bien sûr en appui, ils avaient Bayer et ils avaient Adeyemi autre côté, plus de présence pour sortir ici. Et je trouve que ça, c'était dans l'idée de Kovac, ça a vachement bien marché. Bien sûr, 3 offensifs parce qu'il faut marquer des buts, mais même sur les phases de relance, ça leur permettait d'avoir plus de cibles à trouver, à chercher, et des cibles un petit peu sur les côtés. Par exemple, Kubarsi qui vient ici chercher Couteau, et bah, du coup dans son dos, il y a une possibilité avec Bayer qui a pris l'appel, qui a pris l'espace. Ce triangle, comme on a dit, ça marchait pas très bien. Ça, c'est en seconde période. Frenkie, Fermin, Gavi, non, c'est pas ouf. Ballon perdu ici, par exemple, avec Gavi et Fermin qui se marchent sur les pieds. Et derrière, la transition, elle est méga dangereuse. Grosse Adeyemi. Ça fait triple occasion. Gérard Martin aussi et Gavi, les deux qui remplacent donc Baldé et Pedri, très vulnérables de ce côté et régulièrement battus, que ce soit Gérard Martin ici ou Gavi par l'appel intérieur de je suis pas certain qui. Ça fait Pascal Gross, triple occasion donc, et c'est au bout de ce corner d'ailleurs où Guirassy prend le dessus sur Gérard Martin. Je sais pas si peut-être il aura pris pas Guirassy pardon. Est-ce que c'est Max Bayer ou Nmecha peut-être quelqu'un en tout cas prend le dessus sur Gérard Martin, et peut-être que Baldé aurait aussi souffert au duel aérien, mais bon, ça montre que c'est pas une assurance tout risque, notamment sur ces phases arrêtées. Guirassy au second poteau marque le but du 2-0, mais ouais, ce duel aérien perdu, ici c'est Ben Sebaini peut-être, ce duel aérien perdu ici par Gérard Martin, un peu problématique. Le Barça, malgré tout, aura pas eu trop peur dans cette rencontre parce que magnifique passe de Koundé. Ok, Dortmund, pour tout ce qu'ils ont montré de bon dans ce match, ça reste une équipe qui défend pas très bien, ça on le savait. Et Koundé dans le dos qui trouve Fermin Lopez,
Ouais, c'est Pascal Gross sans doute qui est mal ajusté, mal aligné. Svensson attiré par Lamine Yamal aussi. Il y a une ouverture, il centre. Ben Sebaini a mal défendu, bien sûr en marquant un contre son camp, mais Gross aussi sur cette action. Et peut-être Svensson. Ce côté était friable. Le Barça marque le but du 2-1. Il en faut 3 maintenant pour que Dortmund ne serait-ce qu'amène le match en prolongation. Grosso modo, à partir de ce moment-là, c'est fini. C'est un peu le Cavani au Camp Nou. Ça aurait dû être fini à ce moment-là. Et là, c'était véritablement fini. En plus, Flick sort l'arme thermonucléaire, il fait entrer notre ami Pedri, et là le match change. Bien sûr, Dortmund marquera le 3e but, et on va analyser cette séquence, mais à partir du moment où Pedri entre, ouais, c'est une équipe totalement différente. Il y a de la pression, par exemple, ici, sur Nmecha, ballon gagné, ballon récupéré. Il y a du contrôle du tempo, ici, Dortmund a beaucoup plus couru. Est-ce que c'est une combinaison du but du 2-1 qui leur met un coup de massue psychologique? Est-ce que c'est le mur physique de l'heure de jeu? On sait, régulièrement tu peux souffrir à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est l'apport de Pedri qui enlève tout le venin de cette rencontre? Une combinaison des trois, mais c'est sûr qu'avec Pedri, qui n'a pas perdu un ballon quasi, qui a été d'une justesse extraordinaire, voilà, du contrôle du tempo, tranquille, de la pression. Guirassy ici, on sait, en remise, dos au but, il peut générer des situations comme ça. Qu'est-ce que Pedri reconnaît? C'est qu'il y a une ligne de passe à aller couper, il va le faire et gagner ce ballon ici. Ballon récupéré, et encore une fois, le Barça met le pied sur le ballon, n'encaisse pas une attaque rapide. Ça permet aussi du jeu en 3e homme, beaucoup plus fluide cet entrejeu. On a vu Frenkie qui perdait un ballon tout à l'heure. Regardez là, Cubarsí, Pedri, 3e homme Frenkie. Et après, j'adore ça, le petit déplacement, tout de suite après avoir donné, même quasiment le même mouvement que ça passe en retrait. Il se décale légèrement. Nmecha est attiré, comme par un aimant. Frenkie reconnaît la situation. C'est aussi le cas ici. J'arrive pas à discerner quel joueur va sur Pedri ici, mais ils sont deux à être attirés par sa petite course de démarquage latéral. Et ça ouvre un espace pour Frenkie. C'est une toute petite situation. Si vous avez l'occasion de voir ce match, et j'ai un site que j'utilise, ou pas tout à fait légal, mais que j'utilise avec toutes les rencontres le lendemain des matchs en entier. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, c'est 63 minutes 29. La petite passe en retrait de Pedri et son petit geste de décalage comme ça, qui attire 2 joueurs de Dortmund et qui ouvre un petit espace pour Frenkie. C'est le genre de toutes petites actions, mais qui donnent tellement de fluidité au milieu et permettent d'imprimer du contrôle, même générer pour le coup une occasion de but très dangereuse. Frenkie va aller chercher cet espace intérieur et derrière, sur un centre de Gérard Martin, c'est Fermin Lopez qui déclenche quasiment point de pénalty. S'il a le pied mieux vissé, c'est de partout. Et là, c'est définitivement fini. Pedri, que ce soit par la passe, les petits mouvements, la percussion, j'adore ce qu'il fait aussi parce qu'il aime se frotter aux joueurs adverses pour les fixer. Il rebondit un petit peu sur eux pour les éliminer plus facilement. Je ne sais pas comment on pourrait définir ça, mais ça me rappelle les voitures de course qui prennent l'apex sur un virage. Le plus proche possible du danger, mais pour avoir la trajectoire la plus efficiente possible. Et c'est ça qu'il fait régulièrement. Il cherche le contact sur sa conduite pour rebondir sur les gars et pour les battre une fois qu'il les a passés. Magnifique. 3 joueurs éliminés sur cette action. La projection et derrière la passe tranchante pour Yamal. Ça, c'est le genre d'image, de screenshot. Cette saison, j'en ai 25, des passes Pedri-Yamal comme ça, qui déséquilibrent tout un bloc qui doit courir désormais vers son but et aussi vers le côté opposé. Ça, c'est les moments Pedri. Ça, c'est les moments où il tue un match. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Yamal qui contrôle. Qu'est-ce que dit Pedri? On la joue en retrait, vers Koundé, tranquille. On contrôle le tempo de cette fin de match. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Le Barça, avec son capitaine, on va dire moral, tactique, son leader, le navigateur, l'horloger, l'architecte, tout ce qu'on veut, c'est une équipe très très différente. Et ouais, encore une fois ici, je le vois résister entre 3, ça c'est une image Pedri. Et ouais, je veux pas survendre le truc, mais vraiment le match change avec son entrée. Là où le Barça a un problème, c'est qu'ils sont du coup extrêmement dépendant de lui. Ça pourrait ne pas être un problème s'il joue toutes les minutes de la saison jusqu'à la fin. Là où le Barça a toutefois un vrai problème, si Baldé revient pas,
Gérard Martin, je ne vais pas dire que c'est une catastrophe, mais quand même dans ce match, il a montré des limites. Quand il est repris ici par Duranville, ballon perdu très dangereux dans le dernier tiers, et ensuite qu'il est battu sur le dribble, 2 erreurs en 5 minutes, battu par Duranville ici, ça donne le but du 3-1. Bon, grosse erreur d'Araujo aussi, qui remet sur Guirassy, qui finit très bien, triplé. Mais c'est aussi un petit peu un problème si Baldé revient pas à temps, je pense. Je veux finir cette analyse en disant un petit mot pour Julien Duranville, qui est un petit espoir que j'aime beaucoup et qui a fait une top entrée. Que ce soit l'action qu'on a montrée sur le but du 3-1, mais régulièrement, des différences faites, là face à Eric Garcia. Très bonne entrée de Duranville, et j'espère qu'on sera amené à le voir plus, parce que je pense qu'il aurait pu encore plus jouer cette saison. J'espère que ce sera le cas saison prochaine. Mais oui, le Barça a un problème, c'est aussi peut-être sa solution, c'est aussi peut-être son espoir, celui d'avoir le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Qu'est-ce que vous sentez ce soir? Ça va être pas mal pour l'instant. On a eu donc sur les Barça Dortmund et Paris Villa, 4 matchs, aller-retour x2, 4 victoires à domicile. Est-ce qu'on aura encore 2 victoires à domicile ce soir? Pour l'instant, il y a une seule équipe qui l'a emporté à l'extérieur. On a eu 6 matchs de Ligue des Champions de quart de finale pour l'instant, 5 victoires à domicile, 1 victoire à l'extérieur, c'était l'Inter à l'Allianz Arena. Est-ce qu'ils le refont ce soir à Giuseppe Meazza? Et bien sûr, au Bernabéu, est-ce qu'on aura, est-ce qu'on aura encore une soirée de folie pour faire basculer cette semaine dans l'irrationnel le plus complet? On va se régaler, ça va être génial, et on sera là pour en parler au coup de sifflet final. Prenez soin de vous les potes, et à tout à l'heure. Bisous.